Bonsoir, nous sommes le jeudi 6 juin, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Qui est l'invité de notre journal? Eh bien, avec lui, on va parler du syndrome de Coffin-Siris. C'est une maladie génétique rare et très peu connue. Fabrice Simon a créé une association pour une meilleure prise en charge et un meilleur diagnostic. On en parle avec lui. Et puis dans la suite, qui nous accueilleront? Serge Bertin, accompagné du président de la Société Savante qui existe depuis 1893 en Sarthe. C'est la société historique de la province du Maine. Elle édite chaque année une revue. Voici celle de 2023. On en parle avec eux tout à l'heure. Mais pour l'instant, place à l'actu. Au sommaire de cette édition, une journée historique aussi pour la Sarthe. 80 ans après le débarquement des Alliés sur les plages normandes, les membres de l'association Historiquement se souviennent aussi en Sarthe et entretiennent la mémoire avec comme support le bunker de la rue Chanzy. Et puis, présentation officielle du nouveau coach du Mans Sarthe Basket à la presse ce jeudi. On commence ce journal avec une journée internationale, un événement international. Le débarquement du 6 juin 1944 ne s'est pas uniquement joué en Normandie, mais aussi au Mans. Oui, alors vous le savez, aujourd'hui, il y avait des célébrations un petit peu partout dans le monde, et notamment sur les plages du débarquement. Mais en Sarthe, les Allemands avaient aussi installé leur état-major, et c'est au Mans que le général nazi Dollmann pilotait plusieurs opérations de défense des côtes normandes. Donc il était à l'arrière, ici, chez nous, au Mans. Depuis 2014, ce blocos ou bunker appelé Dollmann est transformé en musée, tenu par l'association Historiquement, anciennement AO Cassette. La suite de l'histoire vous est racontée par Alexandre Ferrer. Que s'est-il passé au Mans pendant l'occupation nazie et particulièrement le 6 juin 1944 ? La métropole sartoise est le siège du commandement de la 7e armée allemande qui défendait le front ouest de la France. Un endroit stratégique pour l'Allemagne nazie qui se prépare à une éventuelle attaque du camp des Alliés, venant de l'ouest par l'Atlantique ou alors dans le nord par la Manche. Le Mans leur convenait parfaitement, à 2h30 par la route de Paris, nœud ferroviaire, on partait du Mans dans toutes les directions, puis il y avait tout ce qu'il fallait au niveau de l'infrastructure. Il ne s'agissait plus que de construire les blocos. Les blocos ou bunkers sont ces bâtiments blindés de béton construits et occupés par l'armée allemande. Parmi ces abris bétonnés, le blocos de Dollmann, tenu par le 5e officier le plus haut gradé sous Hitler, le général Dollmann. Il vient contrôler 2 ou 3 fois par semaine que tout va bien. Sauf que le 6 juin 1944, alors là on rigole plus parce que son chef d'état-major vient le matin de très bonne heure lui dire « Mon général, le sort de la guerre est en train de se jouer parce que les Alliés ont débarqué en Normandie. » Et effectivement, on peut donc dire que de ce bunker s'est joué le sort de la Seconde Guerre mondiale. Réfugié le 6 juin dans cet espace sécurisé et aménagé, cet officier allemand et le général Dollmann se livrent corps et âme pour tenter de contrer l'offensive des Alliés. Là, les officiers étudient les cartes et contrôlent l'arrivée. On a les cartes de l'avancée des Alliés et du recul de l'armée allemande. D'après certains témoignages recueillis en Sarthe, au petit matin du 6 juin, des grondements sont entendus au loin. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils entendaient, mais on a tous les témoignages, ils entendaient le débarquement. Forcément, on n'est quand même qu'à 120 km environ à vol d'oiseau des plages de débarquement. Un événement gravé encore dans certaines mémoires, marquant celle d'une journée d'horreur, mais de gloire pour les forces alliées. Quant aux Manceaux, ils ont attendu jusqu'au 8 août pour être libérés de l'occupation allemande. Le 80e anniversaire de la libération de la ville du Mans sera commémoré en cette même date au Pont Gambetta. Réunion au sommet ce jeudi matin au sein de l'entreprise Sérac à la Ferté-Bernard. La présidente de région, Christelle Morancé, différents élus, des députés, des chefs d'entreprise étaient présents pour une réunion de travail sur la simplification administrative. Un sujet qui ressemble à un serpent de mer tant il est remis sur la table de l'exécutif à chaque mandat. D'ailleurs, la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, a émis 80 suggestions au gouvernement pour un grand plan de simplification administrative. Son représentant en Sarthe nous explique concrètement ce qui prend beaucoup de temps aux petits patrons dans leur quotidien. On l'écoute au micro de Pascal Brulon.
avec les impôts, avec l'URSSAF. On a parlé des relations également avec l'ensemble des données que les entreprises doivent fournir aux différentes administrations, parce que ça peut être l'INSEE, c'est l'URSSAF, après ça peut être Pôle emploi, etc. Et à chaque fois, on remplit des dossiers qui sont toujours sensiblement identiques, et tout ça pourrait rentrer par un même canal, aller directement se déverser un fichier dans toutes les administrations. Restons dans le monde de l'entreprise. À Champagny, Bobet Matériel augmente sa surface de 4500 m². Nous vous en avons déjà parlé il y a quelques temps, c'était avant Noël dernier même. Les travaux ont enfin commencé sur le site, annoncent nos confrères de Ouest France. Des travaux à hauteur de 6,5 millions d'euros. Bobet Matériel, spécialisé dans la fourniture pour l'industrie agroalimentaire, avec comme clients notamment LDC ou la Socopa, souhaite répondre plus efficacement aux demandes de ses clients grâce à un nouvel entrepôt logistique. Son chiffre d'affaires augmente de 4,5% depuis début 2024. Et puis une autre info de nos confrères de Ouest France que l'on peut découvrir sur leur nouveau podcast en partenariat avec Sweet FM et Le Maine Libre. Oui, dans leur dernier podcast que je vous recommande, En route pour les 24 heures, disponible sur YouTube. On apprend que le GP Explorer, la grande course co-organisée avec Squeezie, le célèbre youtubeur, n'aura pas lieu sur le circuit en 2024, mais l'ACO prépare quelque chose avec la production de Squeezie pour 2025. C'est donc confirmé. L'événement ne sera pas le même que l'année dernière. Pierre Fillon, président de l'ACO, annonce que les équipes travaillent donc à un nouveau concept. Première conférence de presse pour Guillaume Vizade, le nouveau coach du MSB. Il pourrait bien raviver la flamme d'Antares, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Vizade, arrivé de Vichy, est déterminé à mettre en place un style de jeu innovant, un basket total fait d'intensité défensive et offensive qui promet certainement de faire vibrer les fans. En tout cas, ça a fait vibrer Anthony Piton. Compétition en France, c'est la première division, donc ce challenge à ce niveau-là, il est important. Premier pas au MSB pour Guillaume Vizade et premier pas en Betclic Elite. Le nouveau coach des Tangos prend les rênes de l'équipe suite au départ d'Elric Delors. Et dès sa première sortie devant la presse, il insiste sur son style de basket, fait d'intensité défensive et de vitesse avec le ballon. Le basket que je veux pratiquer, c'est un basket de relance. Où on a de la polyvalence dans la relance, donc on doit avoir plusieurs joueurs en capacité de relancer le ballon, de jouer et d'être opportuniste dans les premières secondes. Et pour pouvoir le faire, il faut partir d'une défense avec une haute intensité qui réussit à provoquer des tirs forcés, des mauvais choix de l'adversaire. Un basket total dans lequel Guillaume Vizade croit au partage du leadership. Si on veut jouer toutes les intentions, on ne peut pas jouer qu'autour d'un leadership hyper centralisé. On est obligé de le répartir. Ça, c'est plutôt une chance pour les joueurs parce que ça permet d'avoir des espaces de création et de prise de responsabilité. C'est donc une nouvelle ère qui s'annonce au MSB. Le coach commencera à imprimer sa marque dès le 12 août pour la reprise de l'entraînement. Allez, nous accueillons tout de suite notre invité Fabrice Simon, président de l'association Aloysia, syndrome de Coffin-Siris et vice-président de Coffin-Siris France, créé en 2019. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est quoi le syndrome de Coffin-Siris ? Alors, le syndrome de Coffin-Siris, c'est une maladie génétique liée à une mutation génétique. Alors, il faut savoir que nous sommes tous porteurs de mutations génétiques. En moyenne, une vingtaine, une trentaine dans notre corps humain, mais la plupart de ces mutations sont anodines. Ou alors, on a des boutons, enfin voilà, relativement anodines. Mais dans le cas d'Aloysia, cette mutation génétique réside sur un gène spécifique qui influe directement sur le fonctionnement de nos cellules. Ce qui fait qu'Aloysia est porteuse des différentes malformations au niveau cérébral, au niveau cardiaque, au niveau des intestins, et possède un grand retard de développement. Aloysia, c'est une jolie petite fille de 11 ans qu'on va voir en photo. Et si vous avez créé cette association, c'est pour aider les familles à diagnostiquer cette maladie parce que vous avez été confrontés quand elle était bébé justement à la difficulté, j'allais presque dire à l'impossibilité du diagnostic en fait. Ah oui, on a eu un parcours, je ne veux pas dire atypique parce que malheureusement c'est le constat que beaucoup de familles font. Donc on a eu une errance de diagnostic, on a eu même une erreur de diagnostic.
Donc, quand on a décidé de créer l'association Aloysia, on était vraiment confronté à la solitude. Et on a regardé sur Internet ce qu'il y avait et... Rien. Et donc, automatiquement, l'objectif de cette association, dans un premier temps, Aloysia Syndrome de Coffin-Siris, créée en 2017, était d'aider, de faire connaître le syndrome et puis d'aller à la rencontre des familles. Notre collègue Diane Lemoisson, qui travaillait avec nous en 2015, avait réalisé un reportage pour LMTV en 2015. Donc, vous aviez fait venir des familles d'un peu partout en France qui avaient la même problématique que vous. À l'époque, Diane avait conclu le reportage en disant que 16 cas étaient répertoriés en France. Aujourd'hui, grâce à votre association, et vous êtes également vice-président de Coffin-Siris France, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on connaît un petit peu mieux? Est-ce qu'il y a des familles qui ont déjà pu mettre un diagnostic sur la problématique? Alors oui, en effet, aujourd'hui, on estime qu'en France, entre 205 et 250 personnes seraient touchées par ce syndrome. Bon, il faut savoir... Connues, quoi. C'est des personnes connues. Voilà. Ouais. Il faut savoir quand même qu'il y a une étude qui a été faite en Hollande par le généticien Rhys Santen, qui est le découvreur du gène responsable de ce syndrome et qui estime à proportion de la population française, il y aurait entre 3 000 et 5 000 personnes qui seraient touchées par ce syndrome. Ça reste une maladie génétique rare, mais malgré tout, en fait, ce qui pêche, c'est qu'on ne la connaît pas, les médias n'en parlent pas. Vous êtes vraiment là ce soir pour mettre la lumière dessus. C'est hyper important pour les familles, notamment. En effet, on a été confronté à une errance de diagnostic, on a été confronté des fois à des méconnaissances des médecins qui nous ont fait souffrir quand même à ce moment-là. J'ai même du mal à en parler parce que je me remémore en même temps un petit peu ce qu'on a vécu avec Séverine, la maman d'Aloysia. Et je souhaite ça à personne, quoi. Vous organisez beaucoup de choses régulièrement, notamment des portes ouvertes le 15 juin prochain à la ferme Les Deux Sabots. C'est une ferme adaptée et accessible, il faut le dire. C'est à Écorpin, ça se passe de 14h à 18h. Concrètement, il va se passer quoi? Déjà, c'est une date un peu particulière. Ouais. On voit que c'est la 4e porte ouverte. Mais cette année, on aura aussi invité des personnes et des familles qui sont touchées par le syndrome. 12 familles vont venir d'un peu partout de France. Donc, on parle d'Alsace, de Bordeaux, pour venir à la rencontre d'Aloysia. Et on va vivre des événements qu'on va partager avec Aloysia autour d'un lieu qu'elle connaît, puisque la ferme et la propriétaire de la ferme est la marraine d'Aloysia. Et donc voilà, on va découvrir un petit peu la vie d'Aloysia quand elle va rendre visite à sa marraine. Et il y a la possibilité d'être avec les animaux de la ferme, notamment les vaches, de pouvoir les caresser, etc. Oui. Et on sait que c'est des moments importants pour les enfants, quels qu'ils soient. Exactement. Et les adultes aussi d'ailleurs, ça fait du bien. On aime bien. Allez, pour avoir toutes les informations sur votre très belle association, et bravo pour tout ce que vous faites, il y a le site de référence nationale coffinsiris.fr tout simplement, et surtout en local, en Sarthe, pour avoir les infos sur ce qui va se passer le 15 juin à la ferme, et je le rappelle, Les Deux Sabots à Écorpin. Il y a la page donc Facebook, Association Aloysia, Syndrome de Coffin-Siris. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet assaut sur notre plateau. Merci Laure. Et en cette journée de commémoration du débarquement des Alliés il y a 80 ans sur les plages de Normandie, vous vouliez nous parler d'un roman, Laure? Oui, que j'ai reçu il y a quelques semaines. Le roman d'une Sartoise qui vit au Mans, mais qui a de fortes attaches en Ille-et-Vilaine, où elle a été enseignante et libraire. C'est Marie-Christine Combe qui a publié Le Garçon sous un arbre chez Astralabe Éditions. Un livre touchant qui dépeint des personnes au destin lié à la grande histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale, vous l'aurez compris, et qui aborde le thème d'un amour passionné entre deux hommes, entre secrets, mystères et impossibilité de vivre au grand jour. L'intrigue se passe entre la presqu'île de Guérande, chère au cœur de l'auteur, le pays de Galles, jusqu'à la région d'Acadie, le grand nord canadien, qui a un lien avec l'ouest de la France. Et vous le verrez dans le roman, vous comprendrez. Et enfin, le Maine, le nord-est des États-Unis. C'est de là que vient Robert Granger, le personnage principal du roman. Il est américain et il hérite de manière imprévue d'une maison en Bretagne, dans un hameau du nom de Kerguelen, nom breton qui évoque le foyer. Et justement, cet Américain parti depuis 40 ans a le sentiment de revenir chez lui. Si vous aimez les intrigues, les romans d'amour, l'histoire et la Bretagne, je vous conseille la lecture de ce roman que l'on trouve dans toutes les librairies.
Allez, c'est la fin de notre journal, mais comme d'habitude, on se retrouve dans la suite après un point météo sur notre département. À tout de suite. Bonjour, bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble. Une soirée qui s'annonce plutôt agréable, en tout cas côté ciel avec, vous le voyez, cet anticyclone qui continue de nous protéger. Par conséquent, un ciel bien dégagé. Alors quelques nuages indiqués sur cette carte, c'est vrai. Mais ces nuages, rassurez-vous, auront uniquement pour rôle de découvrir le ciel. Ce seront des nuages en haute altitude. Côté température, celle-ci évolue entre 16 et 19 degrés. 16 degrés pour Alençon, 18 degrés à Mamers, Laval ou encore au Mans, 19 degrés pour La Flèche, pour Vendôme ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la journée de vendredi, du soleil pour commencer la journée. Quelques nuages, mais vraiment en haute altitude et des températures qui évoluent au petit matin entre 11 et 12 degrés. Comptez 11 degrés du côté de Blois pour Tours ou encore pour La Flèche. Idem pour Lussau, pour Pont-Valin ou encore à Malicorne. 12 degrés au Mans, pour Mamers ou encore du côté de Laval ainsi que pour Alençon. Pour la suite de votre journée, encore du beau temps avec et toujours ces belles éclaircies. Les températures qui continuent de grimper entre 19 et 23 degrés. Alors globalement, c'est vrai qu'on repassera comme un petit peu au-dessus des normales de saison, des températures que nous devrions plutôt avoir sur un début de mois de juillet. 23 degrés au Mans, 22 pour Alençon ou encore à Mamers. Pour la journée de samedi, même type de temps avec et toujours ces hautes pressions qui vont continuer de rejeter les perturbations en dehors du territoire. Ça devrait se maintenir pour la journée de dimanche. Globalement, vous l'aurez compris, c'est un temps plutôt propice aux activités en extérieur. Passez, messieurs, dames, une excellente soirée. De retour sur le plateau de Quotidien, bienvenue si vous nous rejoignez. La suite avec la qualité de l'air en partenariat avec Air Pays de la Loire. La formation d'ozone devrait rester assez limitée ce vendredi, malgré les éclaircies en raison de flux de masse d'air de nord-ouest et de températures peu élevées. En Sarthe, l'air reste donc moyen. Tout de suite, on retrouve notre invité, Laure. Nos invités, puisqu'on a la chance d'avoir deux invités ce soir. André Lévy, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président et directeur de la publication de la revue de la Société historique de la province du Maine, que j'ai entre les mains. Et à vos côtés, Serge Bertin, membre de la Société historique de la province du Maine. J'ai entre les mains le numéro 105 de la revue annuelle publiée par cette société historique. D'abord, un mot sur cette société et ses fondateurs, André Lévy. Alors, cette société a été fondée en 1893 et 2023 était donc le 130e anniversaire de la société. Elle a publié une revue depuis 1893 et cette revue a le titre de La province de Maine depuis 1894. Alors les fondateurs, il y a d'abord celui qui va devenir plus tard le cardinal archevêque de Paris, Dubois, qui est un Calaisien, qui a été évêque de Verdun, archevêque de Bourges, archevêque de Rouen. On voit à l'image. Le chanoine Ledru, qui est un érudit, un grand érudit, et un homme ayant le sens de la parole et quelquefois de la controverse. Et un troisième, qui doutait par exemple un peu de l'existence de Saint-Julien. Vous voyez, des hommes d'église, mais érudits. Voilà, un grand érudit. Et le troisième, le chanoine Bruno, qui est aussi un chanoine, et qui lui a créé, pour les visitandines dont il s'occupait, un atelier de tapisserie qui a fait concurrence à Aubusson. Cette abbaye est considérée comme remarquable. C'était une société savante qui publie une revue. Mais dans cette revue-là, celle de 2023, on parle de Saint-Calais et de son abbaye éponyme. On ne l'avait pas dit. Alors, tout à fait. C'était pour parler des fondateurs. Oui. Donc leur but, en un mot, c'est de créer une revue pour traiter le patrimoine de l'Église, essentiellement. Et
En réalité, ils se sont étendus à tout le patrimoine du Maine, patrimoine littéraire, religieux, esthétique. Ils ont fait des articles sur Vlaminck, par exemple. Et donc, jusque vers 1980, ce sont des membres du clergé qui l'ont dirigé. Depuis 1980, ce sont des laïcs, René Plessis d'abord, et moi depuis 2023. Et vous, aujourd'hui, c'est la première revue, celle de 2023, avec la nouvelle équipe, si j'ose dire. C'est la première revue dont on a vraiment la responsabilité du choix, puisque là, j'ai repris le colloque de Saint-Calais que j'avais organisé. Voilà. Avec aussi un article sur un des fondateurs des 24 heures du Mans et des articles complémentaires. Alors, effectivement, on y parle de Saint-Calais, on y parle de son abbaye, Serge Bertin, mais pas uniquement. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Hein. Oui. Heureusement. Il me regarde comme si... Oh, heureusement, quand même. Sinon, qu'est-ce que je ferais là? Mais non. Disons qu'au colloque de Saint-Calais, il y a eu une étude assez précise sur la fondation de l'abbaye, sur Saint-Calais, sur l'organisation de l'abbaye de Saint-Calais, avec une très très belle étude sur cette organisation. Une deuxième, et ensuite une partie importante qui sous le titre de la danse, puisque Serge était intervenu pour dire que les membres, que le clergé catholique n'aimait pas toujours la danse. Alors la danse, justement, on va donner la parole à Serge Bertin. Les gens ne le savent peut-être pas, mais vous êtes un fiefé danseur. Oui. Et surtout, vous adorez l'histoire de la danse et ce que racontent les danses sur nos sociétés, comment on intègre cet art dans nos sociétés. Et donc, vous en avez fait un petit article. Petit article, parce que, oui, il y avait un gars du clergé, là, justement, dont Gerberon, Gerberon, oui. qui n'aimait pas la danse. Il vivait au XVIIe et il flinguait toute la danse. Et on s'en a fait qu'un tour. Je comprends bien. Je me suis dit, il faut écrire quelque chose pour montrer que le clergé se trompait quand il attaquait la danse et parfois il sombrait même dans le ridicule. Alors, donc c'est une, je dirais, défense et illustration de la danse. Un hommage à Sylvie Granger, elle était professeure, elle était surtout votre amie. Oui, c'était effectivement l'occasion aussi de montrer que les danseurs ne sont pas que des individus un peu fallot qui lèvent la patte et puis qui font rien d'autre sans réfléchir. Sylvie Granger, c'était la danse et l'intelligence. Et si vous y ajoutez la grâce, c'est sublime. Et Sylvie Granger était sublime. Elle était, d'ailleurs, elle a écrit, la preuve, elle a fait un article dans la première. C'était aussi une historienne de grande valeur. Donc, au passage, ce qui vous montre qu'on pouvait être membre de la province du Maine et ne pas être soit un membre du clergé, soit quelqu'un de très âgé. Sylvie Granger, c'était la jeunesse, c'était la fougue. Elle était dans une société savante. Et je précise que l'intitulé de sa thèse de doctorat, c'était « Les métiers de la musique en pays manceau et fléchois de 1661 à 1850 ». Alors, si c'est pas intéressant, ça, franchement, je ne sais pas ce qui peut être intéressant. Ça, c'est en tout cas magnifique. Mais ça donne envie de faire de l'histoire. Et ça donne envie de lire cette revue de la province du Maine. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette société savante sur le site internet laprovincedumaine.fr. Vous cherchez des lecteurs, on peut se procurer cet ouvrage. On peut tout à fait nous écrire au siège 26 rue des Chanoines pour la commander. Et elle est mise en vente à l'heure actuelle dans les librairies Tuard et Doucet. Qui ont très bien accueilli cette nouvelle présentation de la revue. C'est passionnant, je vous invite à vous y intéresser. Merci André Lévy et Serge Bertin d'être venus nous présenter cette revue. Merci. On joue à présent. Tout à fait, Laure. À nouveau gagner des places pour le festival de musique de Meursault qui a lieu le 29 juin prochain, avec en ouverture du festival de 18h à 20h 10 chanteurs de 9 à 15 ans, sélectionnés parmi une centaine de participants à un concours de chant type The Voice. Alors. Absolument. Et puis à l'affiche, Moussier Tombola, connu pour son titre Corde à sauter, Chris Anderson, le roi du Madison, et Tall Vision, espoir française de la
musique électronique. Alors, pour gagner vos entrées à cette soirée très festive, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre commune de résidence. Bonne chance à tous. Ce vendredi, on reste dans les livres. On ira se promener du côté des Alpes Mancelles grâce à un livre publié aux éditions L'Étrave avec de magnifiques photos aériennes réalisées par Cyril Guérandé et des textes écrits par Pascal Mariette. Donc les Alpes Mancelles, vue du ciel, c'est magnifique. Restez avec nous, ce sont les invités du journal de demain. Et puis en deuxième partie, on vous dévoile les temps forts de la programmation du Palais des Congrès à la rentrée prochaine. Et puis évidemment, il y a un gros temps fort qui commence demain sur LMTV. Ça arrive demain. Et puis n'oubliez pas que LMTV diffuse le pesage à partir de 10h jusqu'à 18h30 en direct avec les commentaires de Bruno Vandestick samedi 10h à 15h au plus tard si les festivités prennent du retard. Voilà, on suit les festivités quoi. On reste branché sur les 24 heures à partir de demain comme à peu près un tiers des Sartois on va dire. Voilà, on va dire ça. Allez, c'est culturel ce jeudi soir, évidemment Chloé Bergera qui reçoit ses invités, qui vous brosse un petit peu le portrait et l'actualité de la culture en Sarthe. Nous on se dit à demain 18h30 en direct, même heure, même chaîne. Bonne soirée. À demain, bonne soirée.